Bonjour à toutes et tous. Alors, je m'apprête à interviewer Corélia dans le cadre de l'atelier sur l'archétype martien Bélier qui aura lieu le dimanche 19 mars prochain, donc dans une semaine au moment où je poste, où je tourne en tout cas cette vidéo. Donc l'intérêt, ça va être d'écouter Corélia, d'essayer en l'écoutant de deviner où se trouve son énergie martienne. Qu'en est-il de son bélier, du signe du bélier sur son thème? Quel est le lien aussi, là je vous pose la question pour vous donner quelques indices, parce que c'est pas évident, mais quel est le lien entre son ascendant et Mars? Quelles maisons sont concernées par le bélier, le scorpion et Mars chez elle, à votre avis? Qu'est-ce que vous entendez en fait, Je dis ça parce que Mars maîtrise le scorpion et le bélier. Et puis, peut-être une autre question, comment s'équilibrent ces polarités féminines et masculines? Alors Corélia, c'est pas à proprement parler un archétype bélier, c'est pas à proprement parler un archétype martien. J'ai fait ce choix un peu particulier de choisir cette personne, je vous expliquerai pourquoi à l'atelier dimanche. Et puis vous allez peut-être découvrir aussi par le biais de ce qu'elle va nous dire l'intérêt que j'ai trouvé à l'interviewer dans le cadre de la découverte de cette énergie-là. J'ai pas choisi un archétype bélier martien donc parce que pour moi cette énergie bélière et martienne, elle est on ne peut plus personnelle puisqu'elle maîtrise notre ascendant entre autres. Donc c'était, j'ai envie de dire, tout le monde est bélier, tout le monde est martien d'une certaine manière avec une couleur particulière et dans un cadre, dans un contexte, dans un champ d'expérience particulier en fonction d'où se trouve la planète Mars. Si j'avais pris, par exemple, en réfléchissant à l'archétype martien, on va tous penser, je sais pas, à un militaire, un sportif, voilà. Si j'avais pris un militaire ou un sportif, on aurait eu, dans la plupart des cas, un Mars en maison 1, un soleil bélier, bon, des choses qui auraient été beaucoup trop faciles à deviner, qui n'auraient pas été du tout intéressantes en réalité pour notre atelier de dimanche. Donc voilà, il y a une petite complexité. Je pense que tout ce qu'elle va nous dire va être passionnant. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas du coup à vous inscrire à l'atelier de dimanche si vous voyez cette vidéo à temps. Et puis si vous voyez cette vidéo une fois que l'atelier a eu lieu, n'hésitez pas quand même à m'envoyer un petit mail pour me demander l'accès au replay, parce qu'il y a des replays pour ces ateliers. À bientôt. Bonjour Corélia. Bonjour Amélie. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand. Comment tu l'as perçue cette invitation justement? Comment ça t'a fait quand je t'ai envoyé le mail? J'étais très surprise. Vraiment, Ouais. je m'y attendais pas et je ne m'attendais pas non plus pour que ce soit abordé ce point précis de mon thème en fait, cette Ouais. caractéristique. Oui, alors je te l'ai pas dit en amont, mais évidemment on parle pas de ton thème puisque le but c'est que les gens devinent un petit peu où en particulier se trouve Mars sur ton thème, puisque l'atelier portera sur ça. En quoi est-ce que tu serais, j'allais dire un archétype martien, mais c'est pas le cas, c'est ce que je vais dire d'ailleurs en amont de la vidéo. Tu n'es pas un archétype martien, c'est un peu la particularité pour cette fois-ci. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, au niveau de la manière dont s'exprime Mars chez toi. Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui, mais ça sera spontané, parce que ça fait partie de ta personne et de qui tu es. Donc ça t'a surprise, j'imagine, parce qu'effectivement, tu n'es pas un archétype martien. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, tout à fait, même si j'ai conscience que mon Mars est effectivement est peut-être surprenant et Est-ce qu'on qui peut... quotidien malgré tout. Voilà. Et alors, c'est difficile de savoir comment commencer, mais peut-être qu'on peut... est-ce que tu accepterais de refaire un petit peu ton cheminement, ton parcours, d'où tu viens? Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Il y a beaucoup à dire, mais... Alors, d'où je viens alors, aujourd'hui, j'ai, on va dire, entre 35 et 40 ans. Je suis chef d'entreprise, mais auparavant, j'ai travaillé dans un domaine qui n'a rien à voir avec celui-ci, puisqu'auparavant, j'étais salariée, je faisais du conseil pour les PME. Et avant cela, j'ai fait mes études à l'étranger. Voilà, j'ai fait plusieurs années entre le Canada, l'Angleterre et j'ai terminé par la France. Voilà ce que je peux dire de mon parcours et je suis chef d'entreprise depuis un peu plus d'1 an. Mhm.
Et comment alors c'est intéressant aussi les dates, hein, parce que c'est marrant, moi je réfléchis à plein de choses. Cet atelier va être très riche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, autour de cette énergie bélier, martienne. On va découvrir plein de choses aussi en astrologie, qui vont être passionnantes. Est-ce que alors quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des projets d'avenir? Qu'est-ce que tu envisageais en fait pour ta vie future quand tu étais enfant, ado? Alors, quand j'étais enfant, j'ai eu une longue période où je voulais être architecte, architecte d'intérieur. Vraiment, ça a duré très longtemps. Puis arrivé vers l'âge de 14-15 ans, là, je voulais être vétérinaire. Mais vraiment, j'avais la vocation d'être véto. Et c'est lors de ma dernière année, l'année du bac, où là, je me suis dit, oh là là, veto, j'étais bonne élève, donc on va dire que je pouvais faire les études a priori, mais je me suis dit, c'est pas moi, quoi. J'adore les animaux, mais les soigner, c'est autre chose, et j'ai besoin de quelque chose de différent. Et je pense aussi que j'avais besoin de m'émanciper de ma famille, euh, Mmh. parce que j'étais très proche de mes parents, euh, et j'avais un peu du mal à sortir du cocon. Il se trouve aussi que l'année de ma terminale, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui ma meilleure amie et qui, elle, c'était tout l'opposé de moi. Elle avait vécu aux quatre coins du monde. Et du coup, il y a eu une révélation cette année-là. Je me suis dit, mais moi aussi, il faut que je parte découvrir le monde. Je n'avais pas eu la chance de pouvoir le faire dans le cadre familial. Donc, vraiment, en l'espace de 2-3 mois, ça s'est décidé. Je suis allée à un salon de l'étudiant. Hop, j'ai vu une école à l'étranger et je suis partie faire une école de commerce du coup. Hein, donc rien à voir avec veto ni architecte. Et du coup, il y avait pas forcément de préméditation, c'est-à-dire que c'est une décision qui arrivait comme ça, assez spontanément de ce que tu décris? Exactement. Je me souviens très bien. J'ai posé mon dossier en 3 semaines et 2 mois plus tard, j'avais la réponse. Effectivement, c'est très martien ça. C'est ça. Je vais arrêter d'essayer de bien précisément montrer où se trouve ton Mars, bien que ce soit le but de la manœuvre, mais quel est ton rapport à la notion de parce que je réfléchissais un petit peu à des mots-clés, tu vois, par rapport à cette énergie bélière, martienne et quel est ton rapport du coup à la notion de combat? On va rentrer comme ça dans le vif du sujet. Eh bien, je pense que le combat, ça résume un peu ma vie, quoi. J'ai toujours l'impression d'être dans le combat. C'est un terme que j'utilise très souvent. Alors, pas dans le conflit. Non, il n'y avait pas. Alors, il peut y avoir, comme je pense chez tout le monde, par moment, la notion de conflit, mais je dirais que c'est pas omniprésent, alors que le combat, voilà, j'ai toujours cette sensation de quoi que je veuille faire, j'ai besoin. Enfin, c'est dans la lutte, quoi. Ça se fait pas. C'est pas que c'est pas fluide, mais il y a du combat. Et j'ai la sensation aussi qu'avec les autres, le rapport de force s'installe très facilement. Alors, Mmh. je suis pas quelqu'un de compétitif ou de voilà, mais j'ai l'impression que certaines personnes, à mon contact, ça les titille, quoi. Et alors ces personnes, c'est majoritairement des hommes ou des femmes? Est-ce que tu vois une différence? Alors, je dirais quand même que les femmes sont un peu plus virulentes que les hommes. Et je dirais aussi qu'il y a une notion à rajouter, c'est ce combat, il va se matérialiser avec des personnes, comment dire, ça va pas se matérialiser nécessairement avec mes équipes. Euh, C'est-à-dire qu'au contraire, avec mes équipes, ça se passe très bien, à part quelques personnes, bien sûr, parce qu'on est quand même 150, donc on ne peut pas faire l'unanimité à 150. Mais on va dire que ça peut être plutôt avec des personnes qui, hiérarchiquement, ont un lien peut-être d'autres chefs d'entreprise, si je peux dire, Mmh. et des clients aussi. Mmh. Voilà. Donc, D'accord. Donc est-ce qu'il y a dans ce cas une sorte de, le mot qui me vient, c'est domination, qui est aussi un mot très martien, peut-être plus sur le versant scorpion du coup, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là? oui, Rapport de domination, très certainement. Des et est-ce personnes que pardon. pensent que c'est vraiment le combat dans le sens où il y a deux notions. Je dirais qu'on peut le voir en deux étapes. Il y a la notion de je veux avoir le dessus, Mmh. la personne qui va être en face de moi, ou les personnes vont vouloir avoir le dessus, alors que, bon, moi, c'est comme tout le monde, c'est sûr que parfois, inconsciemment, je veux sans doute avoir le dessus, mais c'est pas forcément ma façon d'être. Et après, je dirais qu'il y a une seconde notion, c'est le combat où je sais pas, où les choses se passent jamais comme elles doivent se passer. Il y a toujours un rien peut embraser parfois la situation. Mmh. Là, du coup, on va peut-être avoir un petit peu plus de conflit. Ouais, d'accord. Et ton rapport à la notion d'objectif alors? Parce que ça me fait aussi penser à ça.
Ah oui, alors je suis quelqu'un qui lâche jamais son objectif. Tant que je l'atteins pas, je donnerai toujours tout pour l'obtenir. Et Mmh. euh, quand j'ai décidé de me lancer, de quitter mon poste de salarié, où j'avais un poste de salarié avec une situation très confortable, hein, euh, personne n'a compris. Tout le monde m'a dit tu n'y arriveras jamais ou ça va être trop difficile. Et effectivement, ça a mis du temps, hein, puisque j'ai mis 4 ans pour matérialiser, enfin concrétiser mon projet. Euh, mais mon objectif, c'était d'avoir mon entreprise. Je savais dans quel secteur d'activité. Je voulais pas lâcher, même si tout le monde autour de moi, je pense, les derniers 6 mois m'ont dit non, mais tu devrais peut-être changer d'objectif. C'est peut-être pas fait pour toi. Tu vas pas y arriver. J'ai perduré et je regrette pas un instant. Mmh. Donc il y a aussi quelque chose chez toi de très indépendant parce que, le monde a beau te dire tout autour, «Mais non, c'est n'importe quoi ce que tu fais», si je résume, toi, les manches retroussées, tu fonces comme un bélier, quoi. Exactement. Et tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait penser que très jeune, ça a toujours été le cas, puisque quand j'ai décidé de partir faire mes études en Amérique du Nord, euh, je me souviens très bien à l'époque de mon professeur principal qui avait appelé mes parents pour leur dire que c'était inconscient de leur part de laisser partir leur enfant faire des études à l'étranger, que ça ne valait rien. Pour autant, ça n'a pas fait changer d'avis. Ensuite, quand j'ai travaillé en conseil, j'avais en France, j'avais donc un parcours atypique puisque j'avais fait l'essentiel de mes études à l'étranger. Donc, forcément, en France, à ce moment-là, on n'était pas très ouvert sur les parcours internationaux. Donc, pareil, hein, on me disait que jamais j'allais arriver à obtenir un poste en conseil. J'y suis finalement arrivée. Et quand j'ai donc décidé de changer de métier, là, pareil. Enfin, à chaque fois, en fait. C'est comme si les gens autour de moi, enfin, mis à part mes très proches, mais ne croyaient pas au fait que je puisse y arriver. Mmh. Et alors du coup, ton rapport à la confiance en toi, est-ce que tu as eu confiance en toi très tôt? Comment ça s'est passé? Ou est-ce qu'il y a pas aussi une notion, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure, ou d'un besoin plutôt de prouver, de démontrer que tu es capable toute seule? Alors, si tout à fait, quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 22-23 ans, j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Et au contraire, c'était pour ça que je pense que plus jeune, j'étais très, très dans les jupes de mes parents parce que Mmh. j'étais un peu l'enfant, pas fragile, mais qui avait toujours peur qu'on le laisse ou peur de pas y arriver tout seul. Et quand je suis partie à l'étranger, là, je me suis rendu compte que finalement, j'étais quand même capable de vivre ma vie seule et d'être autonome. Ça a été un premier grand pas. Ensuite, quand je suis rentrée dans la vie active, j'étais dans un milieu quand même assez masculin. Donc, on va dire que c'est pas évident d'avoir confiance en soi dans un milieu masculin. Mais c'est peut-être aussi ce qui m'a, entre guillemets, un peu obligée à sortir de ma coquille. Et au fil des années, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas moins compétente et moins douée que mes confrères masculins. Et je pense que petit à petit, oui, j'ai pris confiance en moi. Confiance aussi grâce aux personnes pour lesquelles j'ai travaillé, hein. Quand on est en conseil, on travaille pour des entreprises. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des entreprises qui, eux, ont su valoriser en fait mon travail. Et à partir du moment où j'ai décidé d'être chef d'entreprise, quand j'ai eu mon projet entre les mains, euh, comme tout le monde, je doute. Parce que si on ne doute pas, je pense que c'est compliqué quand même de se remettre en question. Je pense que j'ai une grosse capacité à me remettre en question. Par contre, j'ai confiance en mes décisions. Parce que même si j'ai eu la première année qui a été très difficile, puisque c'était une société qui socialement c'était très tendu, avec des syndicats, des personnes qui avaient eu beaucoup de laisser-aller. Il y a des moments où je me suis dit, mais je ne sais même pas comment je fais pour croire encore au potentiel de cette société et de l'équipe, mais au fond de moi, je savais, j'avais confiance que je prenais les bonnes décisions. Mmh. Voilà. Donc c'est pas comment dire, c'est pas une confiance en soi où j'ai l'impression de tout savoir et d'être parfaite, loin de là. Mais par contre, j'ai des convictions. Mmh. Mmh. Et comment ça se passe avec tes équipes alors? Alors avec mes équipes, eh bien aujourd'hui ça se passe bien. Au début c'était compliqué forcément. Ils avaient vécu des années un peu comment dire euh, difficiles, surtout qu'on sortait un peu des années Covid aussi, qui n'ont pas été des années faciles, surtout dans des métiers d'humains, dans un métier qui n'était pas fermé pendant le Covid. Donc eux aussi, ils ont eu des années compliquées par le contexte et aussi parce qu'ils ont changé par 2 reprises avant mon arrivée de direction. Donc beaucoup de changements.
Le fait que je sois une femme et jeune, c'était tout l'opposé de ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc, les syndicats leur ont fait croire qu'on m'avait mise là pour couler la boîte plus tôt. En fait, on leur a dit ils ont mis une femme jeune, vous verrez, dans 6 mois, elle sera plus là, elle tiendra pas le coup, et comme ça, on se retrouvera tous au chômage, etc. Donc voilà, donc ça a été difficile pour eux de me faire confiance. En plus, j'avais pas forcément le profil de ce métier à la base. J'avais un profil, on va dire, de conseil, donc on a collé l'image que j'étais là pour faire de l'argent, que j'en avais rien à faire de l'humain, alors que c'était tout le contraire. Hein. Si j'ai quitté le conseil, c'est justement parce que je trouvais dans le conseil, c'était un métier intellectuellement très intéressant, mais qui humainement, les équipes n'étaient pas du tout valorisées. Et donc, je me suis dit que la meilleure façon de faire adhérer l'équipe à ma façon de faire, c'était d'être exemplaire, d'être à leur côté, de leur montrer que quelle que soit la tâche, je pouvais la faire à leur côté. Aussi ingrate certaines tâches, hein, parce qu'il y a des postes, comme dans toute société, qui sont moins agréables que d'autres. J'ai tout fait à leur côté. J'étais présente chaque jour. Pendant 1 an, je n'ai pas pris un seul jour de repos, en sachant qu'on est dans un métier où on travaille 6 jours sur 7. Et j'ai été beaucoup dans la communication. Dans la communication, la pédagogie, l'écoute, voilà, comprendre. Voilà, j'ai pris du temps à, entre guillemets, je leur ai laissé l'opportunité d'exprimer leurs ressentis parce qu'ils avaient vécu des années difficiles, tout en faisant en sorte qu'on ne soit pas là pour s'apitoyer sur son sort, parce que si on s'apitoie sur son sort, finalement, on nourrit un peu les problèmes et on ne va pas de l'avant. Et après, je pense aussi que ce que j'essaie de faire, alors ça, c'est quand j'étais en Amérique du Nord, je trouvais qu'ils étaient très bons sur ce principe-là, c'est qu'en France, on a toujours tendance à vouloir développer les défauts des personnes pour en faire des qualités. On n'est pas bon en maths, on va dire ah tiens, tu vas devenir bon en maths. Alors que les anglo-saxons, eux, ils ont plutôt une vision de dire tu es bon en maths, et ben on va surexploiter ta compétence en maths, t'es pas bon en français, c'est pas grave, le français, bon, on va faire le strict minimum. Et donc je suis allée chercher dans chacun de mes collaborateurs leurs qualités, je les ai surexploitées en les mettant en confiance, et une fois qu'ils ont été en confiance sur leurs qualités, j'ai essayé de les aider à développer peu à peu, et on est toujours dans cette phase-là, on va dire les axes sur lesquels ils sont moins à l'aise, mais en me disant pas que j'allais les rendre aussi compétents sur toutes les tâches. Et ce qui fait qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai réalloué des tâches à chaque personne. Beaucoup de personnes ont changé de poste, non pas parce que c'était pour les déstabiliser, mais au contraire pour les mettre dans des meilleures conditions. Parce qu'on est dans un contexte de changement de direction. Si en plus on est dans un poste sur lequel on n'est pas très à l'aise, voilà. Donc je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui est plutôt soudée, dans un secteur d'activité qui n'est pas facile, qui est connu pour avoir beaucoup de turnover. Et aujourd'hui, ce qui est, je trouve, assez drôle dans mon équipe, c'est quand on fait des nouveaux recrutements, c'est eux qui vont me dire en me disant Corelia, il ne faut pas garder cette personne parce qu'elle ne correspond pas à notre état d'esprit. Voilà, ce n'est pas moi qui choisis si on garde telle ou telle personne quand on fait des recrutements pour des créations de postes ou des renouvellements de postes. C'est vraiment mes collaborateurs qui viennent me voir en me disant non, on ne veut pas travailler avec cette personne pour telle et telle raison. Donc, je pense que c'est qu'il y a vraiment une confiance qui s'est installée. T'as un petit côté coach, finalement. Il y a un petit côté coach. J'aime bien montrer... oui, je passe beaucoup de temps à former. Je passe beaucoup de temps... Oui, beaucoup. Mais... Et c'est comme ça que tu t'imaginais quand tu as fait ce choix de devenir chef d'entreprise. Quelles sont finalement les raisons qui t'ont mené aussi à ce poste? C'est peut-être intéressant qu'on revienne sur la situation dans laquelle se trouvait ton équipe avant que tu arrives. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en conseil, le métier en tant que tel était vraiment génial et je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est hyper stimulant intellectuellement, on voit plein de choses. Mais je trouvais que c'est un métier purement d'humain. Hein. Nous sommes, entre guillemets, des machines qui produisons des comptes rendus, des analyses et tout ce qu'on veut. Et souvent, on va dire les personnes qui managent en fait ces équipes, pas tous, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ils ont une notion de productivité et je dirais que c'est des équipes projet. Et dans l'équipe projet, on se dit, peu importe qui fait le travail, il faut juste que le travail soit fait. Donc souvent, ce qui se passait, c'est que c'était toujours les mêmes personnes qui faisaient le travail et toujours les mêmes personnes qui ne faisaient pas nécessairement leur travail.
Et au début, ils savent flatter l'ego de la personne en disant oui, mais tu sais, le projet, c'est grâce à toi qu'il est fini. Et tu sais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va te mettre sur un projet encore plus intéressant la fois d'après. Puis avec le temps, je me suis dit oui, c'est très bien, mais en fait, s'ils faisaient vraiment leur rôle de manager, en fait, on n'aurait pas ce type de problème. Donc au début, je me suis dit, c'est pas le métier, c'est une question d'équipe. Donc j'ai changé d'équipe une première fois, puis une deuxième fois, puis je me suis rendu compte que finalement, c'était propre au métier. Et les personnes, voilà, ils sont là pour comment dire, avoir de la productivité, avoir du rendement, mais peu importe qui fait le travail. Et ça me dérangeait parce que je me disais, bon, on peut comprendre que de temps en temps, qu'il y ait des personnes qui soient moins efficaces que d'autres. Bon, une fois de plus, nous ne sommes pas des machines. Et quand c'est toujours les mêmes, c'est un peu problématique. Donc là, je me suis dit, il faut que je sois mon propre patron, puisque comme ça, au moins, je prendrai mes propres décisions. Et il faut que je choisisse un métier où il y a de l'humain. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs métiers. Et j'ai donc choisi un métier où il y a beaucoup d'humains et réputé pour être un humain pas toujours facile. Quand j'ai été amenée à choisir mon projet, à la base, le métier que je fais, on va dire que c'est plutôt des équipes d'une cinquantaine, soixantaine de personnes. Il s'avère que moi, je me retrouve avec une équipe de 150 personnes d'une société qui était en difficulté économique et sociale. Et quand on était plusieurs, donc plusieurs repreneurs potentiels sur ce projet, et en général, quand on reprend une société, comme ça, on va toujours présenter la performance économique, la performance financière, et puis quand même, on va parler un peu de l'équipe. Et moi, j'ai fait le choix inverse, c'est-à-dire que j'ai parlé de l'équipe en expliquant que, bien sûr, qu'il faut avoir une performance économique parce qu'on n'est pas sponsorisé par l'État, hein, donc il faut quand même qu'on soit rentable si on veut pouvoir payer les salaires, mais que si jamais on ne met pas l'humain au cœur du projet, en fait, c'est grâce à l'humain qu'on devient économiquement viable. Et non pas, c'est pas l'inverse en fait, on n'est pas économiquement viable, donc l'humain, c'est OK. Donc, j'ai vraiment présenter mon projet de reprise autour de l'humain en disant que quand on est chef d'entreprise, si on est un chef d'orchestre en fait, on est là pour faire en sorte que les gens adhèrent à notre façon, à notre projet et travaillent à nos côtés et travaillent pour nous en tant que chef d'entreprise. Mais pour travailler pour un chef d'entreprise, il faut que les collaborateurs, en tout cas la majorité, s'identifient dans les valeurs de son chef d'entreprise et adhèrent au projet. Pour qu'ils adhèrent au projet, il faut leur présenter le projet, il faut leur expliquer en quoi le projet sera bénéfique pour eux, pour les clients, pour tout le monde. Et au début, il y a de la réticence parce qu'il y a de la réticence au changement. Et puis, il faut comprendre parce que quand on est chef d'entreprise, parfois, nous, on voit le point de départ et le point final. Et c'est difficile de l'expliquer à l'ensemble des collaborateurs parce que ça peut être anxiogène, parce qu'il faut y aller par étapes. Voilà. Donc, je sais plus. Je crois que j'ai perdu le fil de la question, mais je ne sais pas si ça répond. Si, c'était vraiment revenir un peu sur le contexte de ton choix peut-être, déjà de devenir chef d'entreprise et puis enfin donc ça c'est bon, tu y as répondu et après aussi voilà le contexte dans lequel était ton équipe quand tu es arrivée? Socialement, très, très, très compliqué. C'est un métier qui est très peu syndiqué et pourtant j'avais des syndicats virulents quand même, et qui depuis qu'ils étaient présents, donc ils étaient présents dans la société depuis 2019, eh bien en fait ils n'avaient pas forcément œuvré pour l'intérêt des collaborateurs, mais œuvré pour l'intérêt de quelques collaborateurs qui avaient des privilèges. Et alors là-dessus, moi je supporte pas les privilèges. Je suis pour l'équité. Hein. Aujourd'hui, forcément, dans une société, il y a des strates hiérarchiques. Voilà. Mais par contre, j'ai des managers aujourd'hui qui n'ont pas plus d'avantages que leurs équipes. Voilà, c'est les mêmes, les mêmes façons. Les règles, ce sont les mêmes pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà, nous sommes un métier de terrain. On est très peu au bureau. Quand je suis arrivée, les managers, c'était les managers bureau, alors que nous sommes un métier pas du tout bureau. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, non, les équipes, elles ont besoin d'avoir leur manager à leur côté pour les aider. C'est comme si un médecin disait, je suis chirurgien, mais j'opère pas, quoi. Non. Voilà, je pense que c'est un peu la même chose. Je laisse mon équipe opérer à ma place, je suis dans mon bureau et je leur dis ce qu'il faut faire à distance. Ça peut pas marcher. Voilà, donc contexte social très très compliqué. Et sincèrement, je ne pensais pas qu'en un an, j'aurais été capable d'apaiser la situation à ce niveau-là, ce qui prouve bien que l'être humain, malgré tout ce qu'on peut penser, oui, il peut avoir des réticences, mais quand on lui explique les choses. Alors certes, ça a été tous les jours, tous les jours. Et bien au bout d'un moment, les personnes qui n'adhèrent pas au projet finissent par partir.
mais les personnes qui adhèrent s'investissent et les nouvelles personnes qui arrivent, du coup, c'est vertueux en fait. Mmh. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet, initialement? Comment, ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu vu cette situation que tu pouvais faire ou enfin, comment ça s'est passé? Comment la motivation a émergé, en fait? Alors parce que je trouvais que c'était un projet dans lequel, alors certes, c'était une société économiquement en difficulté, mais pour moi, elle était anormalement en difficulté. C'est-à-dire qu'elle avait tous les critères voilà, pour s'en sortir. Et je me suis dit, le problème, c'est l'équipe. Mais Mmh. l'équipe, c'est pareil. C'est que le chef d'orchestre qui est à la tête de l'équipe aujourd'hui, pour X ou Y raison, n'a pas pris les bonnes décisions. Ou aussi, il ne faut pas oublier que je pense qu'on est dans une société où l'humain évolue. On ne manage plus une équipe comme dans les années 90. Et d'ailleurs, la façon dont on manage une équipe dans les années 2020, je suis sûre que dans 10 ans, ce sera encore complètement différent. Et qu'aujourd'hui, on a quand même deux générations qui cohabitent, des 20-25 ans qui ont une vision du travail très différente des 35-45. Donc aujourd'hui, ça nécessite peut-être plus qu'auparavant avoir un management qui s'adapte aussi au, à la tranche d'âge. Et c'est Mmh. pour ça que quand j'ai vu ce projet, en fait, c'est l'équipe. Hein, et je me suis dit, commercialement, il y a le potentiel. Humainement, c'est compliqué. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à restructurer, à reconstruire. Mmh. Et alors tu parlais de la vision du travail. Toi, c'est quoi ta vision du travail? Alors, moi, j'ai une vision du travail. Alors, peut-être, déjà, je suis une grosse travailleuse. Hein, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Ça a toujours été. Mais le travail, pour moi, c'est, comment dire, il faut trouver le bon équilibre entre l'intégrité, la justice. Hein. La justice, pour moi, c'est quelque chose de très important, d'où le fait que je n'aime pas les privilèges. L'empathie aussi, parce que voilà, sur des métiers d'humain, faut accepter que l'être humain ne peut pas être au maximum de sa productivité 365 jours par an, c'est pas possible. Donc on a tous des moments, voilà, où on est mieux que d'autres. Faut pas que ça devienne, voilà, il faut que ce soit, faut trouver le bon équilibre. Donc ma vision du travail, c'est l'humain en fait. Hein. On en revient toujours à la même chose, mais avec un cadre de travail. Mmh. Voilà. Le cadre de travail aussi est important, surtout dans des grosses structures où on est très nombreux, parce que sinon ça devient vite l'anarchie aussi. Toujours en étant avec les mêmes règles pour tout le monde. Et j'ai envie de dire aussi, moi je dis souvent à mes équipes, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que quel que soit le métier, c'est jamais un long fleuve tranquille. On peut avoir des problématiques, voilà, une grève, pas chez nous, mais à l'extérieur, comme on a pu avoir ces derniers temps, qui va perturber notre activité. Donc pendant une semaine, oui, peut-être que le travail va être un petit peu plus difficile. Donc il faut être un petit peu plus souple. Par contre, voilà, à contrario, voilà, si quelqu'un va avoir besoin d'une journée de repos supplémentaire ou d'aménagement de ses horaires, on le fera. Voilà, c'est ça ma vision du travail. C'est vraiment travailler main dans la main, en ayant un cadre, mais il faut rester souple quand même. Mmh. Et comment tu penses que c'est peut-être un peu délicat comme question, mais ça me vient, alors j'y vais, hein, on n'a peur de rien, on est dans le bélier. Comment tu penses que te voient tes employés? Alors mes employés, c'est marrant parce que je me pose souvent cette question, parce que je me dis toujours, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce que je véhicule en fait comme image? Mmh mh. Et souvent, alors c'est très drôle parce qu'à Noël, on avait, une boîte aux lettres pour les lettres du Père Noël. Et dans cette boîte aux lettres des lettres du Père Noël, certains salariés ont écrit des lettres à l'intention de la direction sans anonymement. Et c'était très drôle d'ailleurs, et très touchant, hein, d'avoir ce type de lettres. Et dans ces lettres, il ressortait que, j'étais quelqu'un de ferme mais juste, toujours souriante et à l'écoute, mais exigeante. Voilà, donc je dirais que les termes qui revenaient souvent, c'était ferme mais juste, très présente, à l'écoute, heu et souriante. Et malgré les difficultés, je pense que ça, ils le mettaient tous malgré les difficultés, qu'Aurélia n'a jamais baissé les bras, elle a toujours été souriante du matin jusqu'au soir, à nous donner l'envie de travailler à ses côtés. Mmh. Mais il y a un niveau d'exigence, voilà. Ils le savent et je le sais moi aussi que je suis quelqu'un d'exigeant. Mmh. C'est bien, ça donne plein d'indices sur ton thème, astrologique là, tout ce que tu viens de dire, je trouve.
Donc écoutez bien, hein, parce que là, on a plein de choses. Elle vient de nous dire plein de choses, la Corélia. Est-ce que tu es sensible, Corélia? Oui. Oh oui, je suis une hypersensible. Je suis sensible, et comme je dis souvent, des 5 sens, hein. Je suis sensible émotionnellement, voilà, d'ailleurs, c'est très dur, hein, quand on est chef d'entreprise, d'être aussi sensible parce qu'on peut, faut pas tomber dans la surempathie. Mmh. On a souvent des collaborateurs qui peuvent avoir des vies compliquées et malheureusement, on peut pas rentrer dans la vie privée des personnes. Hem Et donc là-dessus, j'ai dû apprendre aussi à me blinder parce que j'étais un peu une éponge, donc j'absorbais un peu tous les problèmes de tout le monde et puis ça aurait pu m'empêcher de dormir. Mais ça, on va dire que j'avais déjà appris à le faire dans mon ancien métier. Donc je m'étais un peu armée sur ce point-là. Enfin, plutôt sur ma transition entre mes 2 métiers, j'ai appris à le faire. Je suis sensible à la lumière, je suis sensible aux odeurs, je suis sensible au toucher, donc je suis hyper réactive des sens. J'ai la Mmh. peau sensible, tout est sensible chez moi. Voilà. Est-ce que tu fais du sport? Alors, je fais du sport, pas de façon récurrente, hein, puisque j'ai pas trop le temps, pour être honnête. Après, j'ai un métier où on marche beaucoup. Mais après, oui, j'aime quand je peux, j'aime, beaucoup la natation, et la randonnée. Ça, c'est des choses que je fais très souvent. Enfin, très Mmh. quand je peux, voilà. Oui. La randonnée, c'est un besoin aussi peut-être de s'oxygéner, d'être, en nature ou? Complètement, d'être, dans la nature, au contact, j'habite à côté d'une grande forêt assez connue, donc j'ai la chance de pouvoir y aller, très souvent et d'ailleurs, c'est ça que j'adore, hein, même, mon chemin entre chez moi et mon entreprise, c'est au milieu de la forêt que je passe, donc rien que ça déjà, le matin, ça me met de bonne humeur et le soir quand je rentre aussi. Mmh. Quand je croise les cerfs, et même les sangliers, pourtant Dieu sait que c'est pas voilà, mais j'adore. Super. Ah oui. Et quand tu fais de la randonnée, tu en fais toute seule? Alors, je peux en faire avec, ma famille, mes amis et je peux en faire aussi toute seule. Oui, Mmh. toute seule, ça me pose aucun problème, oui, oui, oui. Et parce que, dans l'énergie, puisqu'on est dans l'énergie martienne et du Bélier, hein, il y a quand même cette notion aussi d'indépendance, on en parlait au tout début. Comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu dirais que tu es une grande, grande indépendante? Une grande solitaire aussi peut-être? Alors, je Peut-être. suis une grande indépendante, ça c'est vrai. C'était déjà le cas enfant, hein. Enfant, j'étais très malgré le fait que je sois que j'ai besoin du contact de mes parents, j'étais quand même un enfant, qui s'occupait tout seul, qui était, voilà, qui était indépendant. Hem, Dans ma vie de tous les jours, oui, je suis quelqu'un d'indépendant, je prends mes décisions toute seule, que ce soit côté perso, côté pro. Maintenant, je suis pas quelqu'un j'ai besoin de mes moments de solitude, mais je suis pas quelqu'un de solitaire. Je dirais pas que je suis solitaire quand même. Parce Mmh. qu'au contraire, j'aime bien le contact des autres, je dirais que j'ai plus besoin de solitude parce qu'étant au contact soit de mes salariés, soit des clients toute la journée, au bout d'un moment, j'ai besoin d'avoir ma petite bulle de décompression. Ouais. Mais en soi, je suis pas, voilà, je partirai pas en vacances toute seule. Je vais pas aller au resto toute seule. Ça non, c'est pas possible. Mmh. Et comment est-ce que tu récupères de l'énergie? Alors, je récupère de l'énergie aujourd'hui de 2 façons, je dirais. Justement, parfois j'ai besoin d'être le dimanche seule, entièrement seule, et de pas avoir, un bruit, c'est-à-dire pas de musique, pas de télé, rien, juste seule. Et sinon, je fais beaucoup de soins, énergétiques. Voilà, ça j'y crois et ça m'aide vraiment on va dire à repartir un peu je sais pas comment on peut dire, à à rééquilibrer un peu, la machine, quoi. Mmh. Et comment tu prends soin de toi? Mais c'est un peu finalement la même question, comment tu retrouves de l'énergie? Comment tu prends c'est en prenant soin de toi finalement et donc ces soins énergétiques, j'imagine, ça fait un peu des pauses, des bulles à part quoi de ton Ex entreprise? Exactement, l'année dernière où donc c'était ma première année qui était quand même très intense, jusqu'à juillet, mais j'ai vraiment pris 0 moment pour moi. À partir de juillet, j'ai senti que là, j'étais quand même au bord de l'épuisement. C'est là que j'ai commencé à reprendre des soins énergétiques, heu, des massages aussi, voilà, d'avoir des petits moments de décompression et après on va dire qu'au quotidien, ce qui me permet un peu de décompresser, c'est le bain, quoi. Mmh.
Donc Voilà. l'eau. Donc l'eau, Hmm. Très important. tout à Est-ce que fait. tu as une passion, j'allais dire autre que ton travail, finalement? Alors, j'ai jamais été une personne qui avait une passion en particulier. Mhm. C'est-à-dire, je suis pas joueuse d'un instrument de musique et j'y passe toutes mes journées. Je suis plutôt quelqu'un de très curieux qui touche à tout. Forcément, ces dernières années, j'ai découvert l'astrologie et donc, même si je suis pas du tout experte loin de là, mais je lis beaucoup de choses sur l'astrologie. Je m'intéresse en fait à plein de choses. J'aime beaucoup la nourriture, donc. Mhm. Voilà, j'aimerais avoir plus le temps de cuisiner moi-même, mais c'est pas le cas. Mais voilà, je peux regarder des émissions de cuisine. Voilà, le peu de temps que j'ai, c'est pour aller manger au restaurant parce que j'adore la cuisine, surtout étrangère, et voyager. Là, c'est vrai que j'ai pas pu trop le faire ces dernières années entre le Covid, etc. Mais sinon, 2 fois par an, je partais systématiquement découvrir un nouveau pays. Mhm. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt de découvrir les autres, découvrir le monde. Je m'intéresse à plein, plein, plein de sujets. J'ai fait une formation en PNL il y a de ça maintenant 2 ans. Et bien forcément, suite à cette formation, il y a plein de choses qui ont émergé. Donc j'ai lu des tonnes de bouquins sur la PNL et les choses qui se... Voilà. Quand j'ai un sujet, en fait, j'ai besoin de l'approfondir. Et Mhm. ensuite, faire découvrir un autre et ainsi de suite. C'est un peu la pelote de laine qu'on tire. Donc je lis beaucoup. Mhm. Et tu t'arrêtes jamais, en fait, tu dors des fois quand même Euh, c'est très dur d'appuyer sur off, hein, vraiment très très dur. J'ai quand même appris avec le temps, voilà, peut-être que ce qui peut, comment dire, ce qui est très caractéristique, c'est-à-dire qu'entre mon changement de 2 métiers, j'ai fait un gros travail sur moi-même, hein, c'est-à-dire que j'ai fait de l'EMDR, de la kinésiologie, de l'hypnothérapie. Enfin, je suis allée voir un hypnothérapeute parce que justement, j'avais toujours dans l'esprit, ça n'arrêtait jamais, ça ruminait sans cesse et vraiment, ça m'empêchait de dormir. Et en fait, je culpabilisais surtout. Comme je me remets en question très facilement, ce qui est très bien, mais à la fois, du coup, on se culpabilise beaucoup. Et grâce à tout ça, j'ai réussi justement à apaiser mon mental, ce qui ne m'empêche plus de dormir. Mais par exemple, la méditation chez moi, c'est Ouais. voilà, je dis pas que c'est pas fait pour moi, il va falloir que j'y arrive, mais rester assise sans rien faire, non. Euh, Mhm. c'est très fréquent que si par exemple ça m'arrive de regarder une série, je vais lire en même temps. Mhm. Voilà, je peux pas faire une seule chose monotage, c'est pas possible. Et il y a peut-être aussi une forme de méditation dans le mouvement. C'est peut-être, par exemple, quand tu randonnes, il y a peut-être une forme de méditation active, en fait, hein, qui prend place. C'est sûr, c'est sûr. Ou quand j'écoute de la musique aussi, je pense que c'est le cas. Mhm. Ok. Alors, tout ce que tu dis, c'est marrant, hein, parce que ton thème est très intéressant. Bon, je meurs d'envie, moi, de le dévoiler, mais il va falloir attendre une semaine. Euh, Mais parce que je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de effectivement très bélier qui émane de ta manière d'être. Est-ce qu'il y a autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais pardon, aborder qui te semble être en lien avec ça? Et pourquoi, peut-être aussi revenir sur la raison pour laquelle toi, c'est ta surprise que je te propose cette invitation, parce que bon, ça paraît peut-être pas dominant chez toi, cette énergie, et pourtant, tu vois, quand on t'écoute, je trouve que c'est très présent. Euh, oui, alors comment dire, pourquoi sur cet aspect-là? Parce que sans trop dire de mon thème, euh, c'est pas le premier point en général quand on voit mon thème qu'on va mettre en avant, même si effectivement mon Mars a voilà, a des aspects qui peuvent effectivement le mettre en avant. Euh, donc non, ça m'a surprise, oui, parce que voilà, parce que Mars, c'est une planète qui est forte chez moi, effectivement, parce que le notion de combat, c'est mon quotidien. Mhm. Euh, mais je sais pas, je m'y attendais pas, parce que c'est difficile de le dire sans dévoiler mon Mais thème. oui, Et, pardon. voilà, je pense que les personnes qui écouteront, quand elles verront mon thème, comprendront sans doute pourquoi. Parce qu'il y a, il y a souvent une particularité dans mon thème où voilà, où il y a un point qui ressort, qui est souvent le premier point qu'on va me dire. Et donc, j'aurais pas du tout été surprise si on m'avait interviewé sur ce point-là que sur Mars. Ah, mais c'était trop facile, ça.
Ok. Je reviens quand même sur un truc dont on a parlé au tout départ. Alors, ça va peut-être plus être du domaine de l'intime, donc je sais pas si tu vas vouloir gratter ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches à prouver? Est-ce qu'il y a quelque chose, ouais, est-ce que tu as cet élan-là de montrer que tu es capable par toi-même ou... Oui, très Ça vient. certainement. Je pense que j'ai été élevée dans une famille de chefs d'entreprise et fort tempérament. Euh, donc, je pense que plus jeune, c'était difficile pour moi de me faire ma place. Je voulais vraiment exister par moi-même et pas exister dans l'ombre des frères et sœurs ou exister dans l'ombre de mes parents. Euh, donc, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de réussir toute seule aussi. Mhm. Donc oui, ça a été très prégnant au début. Et puis après, je dirais qu'il y a un côté aussi où mais je suis un peu en électron libre. Hein. Je suis pas la personne qui coche les cases. Donc c'est pareil, quand j'ai fait mes études à l'étranger, quand je suis revenue en France, c'était, je me rappellerai toujours, euh, et ça paraît tellement lunaire aujourd'hui, mais pourtant c'était en 2000, dans les années 2010, ouais, début 2010. Euh, il y avait des grandes entreprises françaises qui venaient dans l'école dans laquelle je faisais ma dernière année d'études pour recruter leurs futurs talents. Et à chaque fois, hein, on me disait non, mais vous n'êtes pas conviés parce que vous n'avez pas fait de prépa, vous n'avez pas fait de. Oh, puis vous avez fait vos études à l'étranger. Et ce qui était drôle, c'est qu'ils disaient nous, on veut des profils internationaux. Donc je disais, bah, je sais pas, j'ai quand même fait 2 pays, 3 maintenant. Voilà. Voilà. Et donc, je suis jamais rentrée dans les cases, dans les clous. Et même le métier que je fais aujourd'hui, je pense qu'on peut compter les femmes qui font ce métier sur les doigts d'une main. Mhm. Et de mon âge, alors je dois être la plus jeune ou l'une des plus jeunes, en tout Mhm. cas. Donc oui, je pense que je cherche pas la facilité et je pense que inconsciemment, j'aime montrer qu'il ne faut pas se mettre de limites et que quand on sent au fond de nous qu'on en est capable, peu importe ce que va dire la société ou les médias ou les politiques, en fait, il faut écouter sa petite voix intérieure et faire ce qu'on pense qui est le mieux pour soi, même si c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas évident, honnêtement. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je n'écoute jamais la télé, j'écoute très peu la radio, je lis très peu la presse et je lis que ce que j'ai envie de lire parce que justement, je trouve qu'on est trop influencé pour rentrer dans les cases et non pas pour faire ce qu'on a envie de faire, et surtout en tant que femme. Mhm. Ça, c'est un super message pour terminer. Et du coup, je vais revenir sur la raison pour laquelle j'ai fait aussi ces ateliers que j'ai appelés les ateliers, les rencontres lunaires du monde de demain, je crois. L'idée, c'était de regarder chacun des archétypes et comment est-ce qu'on peut utiliser, j'allais dire à bon escient, chacun des archétypes pour avancer vers le monde de demain. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je t'ai choisi, parce que c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs quand on a échangé il y a quelques jours, c'est que tu es, je vais dire ça avec des gros guillemets, hein, bien inséré dans le système, on va dire. Et malgré tout, il y a vraiment c'est ce que j'aime bien dire souvent, c'est que tu viens faire descendre le subtil dans la matière. C'est-à-dire que tu permets à un certain changement d'opérer en étant bien ancré, bien sur place, bien dans le système, comme je le disais, en tout cas bien entouré des personnes qui ont besoin peut-être de changement, d'être au contact de ces nouvelles énergies. Enfin voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu trouves que c'est vrai ce que je raconte ou... Oui, oui, complètement. Moi, je me dis toujours que je suis quelqu'un d'hyper pragmatique, hein, mais vis-à-vis de certaines personnes, je pense que j'ai un petit côté perché. Ouais. Parce que, en fait, c'est, comment dire, dans la société d'aujourd'hui, en tout cas, même si, attention, je pense que les gens s'ouvrent de plus en plus, mais qu'il y en a certains qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mm. Alors que, je veux dire, l'astrologie, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont très curieux. Moi, je le vois même dans ma famille où c'est plutôt, voilà, on est plutôt une famille pragmatique. Hein, voilà, il s'y intéresse aussi maintenant. Il se dit, oh tiens, c'est intriguant, c'est voilà. Donc je pense que oui, je fais un peu. Je suis pas quelqu'un de comment dire. Je suis pas. J'aurais jamais pu inventer une entreprise de toutes pièces. Je ne sais pas. Mais par contre, je suis capable. Je me dis toujours de faire du neuf avec de l'ancien. Mm. Voilà. Mhm. D'écrire, c'est un peu ça. Oui, faire du neuf avec de l'ancien. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle
ce qui a pu être fait par le passé, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on est tous là aujourd'hui et qu'on vit dans ce monde, alors avec des bonnes et des moins bonnes choses, bien sûr, mais il y a forcément des choses à en tirer. Et je me dis toujours qu'il faut construire le monde de demain en gardant une certaine base et en essayant le plus possible de se délester des mauvaises choses. Mais on ne peut pas se délester de 100% des choses parce que ça fait partie de notre histoire et de là où on en est aujourd'hui. Même si ce n'est pas toujours facile. Super, merci beaucoup Corélia. Je crois qu'on a l'essentiel de ce que je voulais démontrer, entre guillemets, de ta personnalité pour, j'espère, donner l'envie aux gens d'aller découvrir ton thème qui est passionnant et puis découvrir par le biais de ton thème, du coup, l'archétype martien, l'archétype bélier, puis voir que voilà, l'archétype martien-bélier, c'est pas juste être un militaire ou être un grand sportif compétiteur. Il y a aussi des femmes qui peuvent avoir ce petit côté martien-bélier et puis justement œuvrer, comme on disait, pour faire avancer les choses, quoi, pour les transformer, pour les recycler. Je crois que c'est peut-être le bon mot pour le coup. On essaye en tout cas. Pas prétention de dire qu'on y arrive tout le temps, mais on essaye et voilà. Et j'espère qu'il y en a un petit peu qui reste, quoi. Que c'est pas voilà. Super. Merci pour cet échange et puis. Ravi. Et puis j'espère que les personnes prendront plaisir à décortiquer notre conversation. Est-ce que tu seras là? J'ai oublié de te demander, est-ce que tu es disponible dimanche prochain? Et non, malheureusement, je ne serai pas disponible, mais j'écouterai avec grand plaisir. Je t'enverrai le replay, évidemment, hein. C'est 3 heures, c'est de 10h à 13h. Je t'enverrai tout le replay, donc tu pourras prendre le temps de tout réécouter. Et puis, si jamais il y a des questions que les gens se posent pendant l'atelier, ce qu'avait fait la première personne, Charline, pour l'archétype uranien, c'est qu'elle a envoyé un mail à la suite où elle a pris le temps de répondre aux questions qui avaient été posées pendant l'atelier à son égard. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse aussi de renvoyer un petit retour, ça sera possible. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Justement, j'ai hâte de voir. Je trouve ça toujours très intéressant de voir à travers le discours, sans connaître la personne, comment les gens aussi ressentent et perçoivent la personnalité. Tout comme lors de notre premier échange, où finalement, tu ne connais rien de notre thème. Et c'est juste à travers le discours que tu peux aussi déjà percevoir certaines choses. Voilà. Après mettre en lumière avec le thème. Et là, de ce que je comprends, les personnes auront le thème et l'échange en même temps. Alors du coup, donc elles ont une semaine pour écouter l'échange et puis essayer de deviner par elles-mêmes qu'est-ce qui fait que tu es martienne, en fait, hein, où se situe Mars, etc., ou quelles sont les dominantes astrologiques de ton thème. Et ensuite, on va aller regarder ça ensemble dimanche. Il y aura donc une première partie un peu théorique, où on va parler justement du placement martien, de quel rôle joue Mars sur un thème astrologique, parce que là, ça va être la première fois, moi, que je vais commencer à aborder vraiment les planètes personnelles, parce que sur cette chaîne YouTube, j'ai surtout parlé des transpersonnels. J'ai très très peu parlé pour l'instant des planètes personnelles, donc je suis très très contente aussi de commencer, tu vois, cette initiation entre guillemets avec ton profil parce que y a beaucoup à dire. Et puis voilà, aussi c'est difficile, même je dirais que c'est impossible de faire des généralités des planètes personnelles. Ça c'est une conclusion à laquelle je suis arrivée récemment, mais je crois que j'avais toujours cette intuition depuis le début. Autant faire des généralités des transpersonnels, je crois que c'est à peu près faisable, on peut, parce que voilà, c'est des générations entières qui sont concernées par ces transpersonnels, mais les planètes personnelles, Mars, Mercure, Soleil, Lune, Vénus, Mercure, je crois que j'oublie aucune. Par contre, là, c'est vraiment, pour le coup, comme leur nom l'indique, c'est personnel, et donc ça dépend complètement des thèmes, et tu vois, faire une généralité sur la planète Mars, ça n'a pas trop de sens en fait, parce qu'en plus elle maîtrise l'ascendant, donc elle maîtrise l'identité de la personne, et c'est en fonction de son placement qu'on va venir redéfinir l'ascendant. Enfin voilà, il y a énormément de choses à en dire, et ton thème, je trouve, était un super exemple, une super porte d'entrée justement pour exposer un petit peu tout ça plus en détail, donc c'est ce qui va être fait du coup dimanche prochain. Voilà.